à tous, on se retrouve pour une présentation du jeu Altar Quest de Blacklist Games, un dungeon crawler coopératif par Adam et Brady Sadler, donc les frères Sadler à qui on doit Street Masters et Brook City notamment. C'est un dungeon crawler mais il s'articule sur le système de deck modulaire introduit par Street Masters, à savoir qu'on va avoir des decks pour les personnages, des decks pour les ennemis, un deck pour le boss et des decks d'environnement. Ici, ce deck d'environnement, ce sera un deck de quête, et on va pouvoir choisir la quête que l'on veut faire dans le jeu. Le jeu s'articule également autour de ce qu'on appelle un hôtel, l'altar, qui est représenté par une carte, et dans chaque partie, ou du moins celle que moi j'ai pu faire, on va rechercher cet hôtel et y apporter, on va s'en servir pour faire augmenter les points de quête et réussir le scénario. Donc ça, c'est le premier scénario que j'ai fait qui s'appelle La Recherche, qui se présente de cette façon. C'est le scénario le plus simple, normalement. Éventuellement, dans d'autres scénarios, et dans le mode campagne, il y aura des choses différentes. Donc, puisqu'on parle de decks, on va avoir ici les decks de héros. Donc, pour chaque personnage, un deck de cartes. Dans ce deck de cartes, on va retrouver différents types de cartes. La carte du personnage, qui restera tout le temps en jeu. Les cartes d'équipement que l'on place à côté du personnage au moment de la mise en place. Et ensuite, on aura un deck complet, duquel on pourra jouer des cartes. Donc on aura des cartes en main qu'on prendra de ce deck, et elles vont comporter différentes actions que peuvent faire notre personnage, que l'on va présenter après. Le personnage est représenté aussi par une figurine. Donc ici, nous avons les deux petites figurines des deux personnages. Nous avons également donc, les cartes de rappel du tour de jeu. Dans les jeux de Blacklist, les cartes de mémoire des tours de jeu sont très utiles. Elles permettent de séquencer le tour, c'est-à-dire qu'on exécute le tour de jeu d'un personnage, on retourne la carte, on retourne la carte d'un autre personnage, une fois qu'on a fait son tour de jeu, et à la fin, quand tous les joueurs ont joué, quand tous les personnages ont joué, on active les différentes phases. Donc la phase de menace, on aura une phase de menace, une phase de vilain, et une phase de quête. Donc vous voyez que le jeu est relativement mécanique et fluide, parce qu'on fait chaque étape les unes à la suite des autres, on ne se pose pas trop de questions sur le suivi, il suffit vraiment de lire les différentes phases, d'activer dans l'ordre les cartes qu'on a besoin d'activer, et tout se déroule très facilement. On a d'autres cartes, on a les cartes de recherche. Donc les cartes de recherche sont les cartes de loot, donc il n'y en a pas beaucoup, c'est surtout des aides, beaucoup de potions, quelques boucliers, des aides en jeu, qu'on va pouvoir utiliser en façon one-shot, ce sera des consommables pour la plupart, donc on utilisera la carte et on la défaussera. On pourra chercher dans les différentes pièces du donjon ces cartes-là. Nous avons aussi les cartes features. Les cartes features, ce sont les équivalents en fait de tout ce qu'on a ici en plastique, en 3D. Et chaque pièce du donjon aura une feature, donc quand on révélera une pièce, on piochera une carte. Ici, je prends par exemple le miroir mystique, et on le récupérera, et on le placera sur le plateau. Donc comment est-ce qu'on place sur le plateau ? Je ne sais pas si vous voyez ici, mais on a des emplacements exprès avec des petites flèches, qui nous présentent des flèches blanches et grises. Donc si j'ai un emplacement, si c'est un matériel de une seule case comme le miroir, on le positionne sur le premier blanc, ou sur le deuxième d'ailleurs, mais moi je fais sur le premier. Si c'est quelque chose qui prend 2 espaces, on le met sur les 2 flèches blanches, et si ça prend 4 espaces, on le met par-dessus, comme ça. Donc voilà comment on va placer les features en jeu. Ensuite, on a le deck de lurkers. Alors ça, les lurkers, c'est quoi? Ce sont les monstres errants, finalement, dans le donjon, qui seront différents des monstres qui viennent du deck de menace. Et donc, c'est des ennemis supplémentaires qui nous mettront des bâtons dans les roues. Parmi ces ennemis supplémentaires, on aura des rivaux, qui seront des ennemis un peu plus forts que la moyenne des ennemis. On a également un deck de quête. Ici, tu as la quête qui s'appelle La Recherche, qui sera composée d'une carte de mise en place, de cartes de quête, et de cartes preuves, ou enfin indices plutôt. Donc c'est pour ce scénario-là. Potentiellement, dans les autres scénarios, la mécanique sera différente.
On a également un deck pour la menace, donc c'est ce qu'on appelle le deck de menace, avec des monstres qui composent le deck, et des événements qui viendront remplir les salles du donjon, au fur et à mesure qu'on les révèle. Et enfin, on va terminer par le deck du vilain, donc qui est le boss, finalement, du scénario. Ici, par exemple, c'est Bolx, le Belk Lord, qui se compose d'une carte de mise en place, et de petit historique du monstre, une partie activation, et au verso, le monstre lui-même, ce qui fait que quand ce deck-là est vide, et qu'on doit piocher une carte, bah, à la place, on révèle le boss, et on le met en jeu. Donc vous voyez que le jeu s'articule autour de ces différents decks. On va avoir également les dés pour les héros, et les dés d'altar, ici, qui sont un peu les énergies magiques qui tournent autour de l'autel de l'altar en question. On va les lancer une première fois au début du jeu, et ces différents symboles, qui représentent différentes essences, ou différents flux mystiques, vont pouvoir être utilisés et par les héros, et par les ennemis. Les héros peuvent utiliser des compétences ou des possibilités supplémentaires de façon facultative. Ceux qui se trouvent sur les cartes ennemies sont obligatoires. On va forcément exécuter les choses qui sont sur les cartes ennemies s'il y a la présence du dé en question dans le pool de dés de l'altar. La carte altar, donc c'est celle qui va représenter l'altar en jeu pour le scénario. Il y en a plusieurs et on en tire une au hasard. Elle a un effet tout au long du scénario, mais tant que l'altar n'est pas révélé. Et en plus de ça, elle aura une carte supplémentaire quand l'altar sera révélé. Alors, on va présenter les decks individuellement. Alors ici, vous avez une représentation de votre personnage, vous avez la figurine associée. Ici, on a Myrine Duval. En haut à gauche, en forme de bouclier d'ailleurs, ce sont ses points de défense. Les points de défense sont soustraits systématiquement des attaques des monstres, et je dis bien des attaques. Ici, vous avez ses points de vie, donc 14 points de vie par exemple. Et ici, vous avez 6 caractéristiques, dont j'ignore le nom complètement. Ici, je crois que c'était la force. Et ça représente différentes compétences, magiques ou pas. Et finalement, c'est un des points faibles du jeu, c'est la thématique, c'est que pendant le jeu, on va se moquer un peu de savoir si c'est la force ou autre chose. On va seulement regarder la couleur ou la forme du symbole, et savoir si les cartes qu'on utilise, sur quelles caractéristiques ça se base. Mais n'oublie pas, ce sont les caractéristiques, donc on en a 6 avec différentes valeurs. La valeur d'une caractéristique représente le nombre de dés de héros qu'on va lancer quand on va utiliser une compétence. Donc par exemple, si une action nous demande d'utiliser la compétence de force, qui est la première, on utilisera 2 dés par défaut. On verra qu'on peut améliorer cette valeur avec des ressources. Ensuite, vous avez la distance. Si jamais il y a une action ici qui peut être faite à distance, vous avez la distance de l'action qui se trouve en dessous. Donc par exemple, l'action qui est en dessous, il y a marqué que si on exhauste la carte, donc si on la met comme ça, elle est comme ça, hop, on l'utilise. Elle devient fatiguée, la carte. On peut choisir un ennemi dans la distance qui est indiquée ici, donc dans 4 cases. On a un petit symbole en dessous, enfin juste à côté du exhaust, qui représente le dé d'altar que l'on doit utiliser pour faire cette action. Donc si je veux utiliser l'action, il faut que je penche la carte et que j'ai un dé d'altar qui corresponde à ce symbole. Si c'est le cas, je peux faire l'action qui est indiquée, j'exhauste ma carte, je relance le dé, et il est à nouveau disponible pour ce symbole-là ou pour un autre symbole. Les cartes équipement fonctionnent de la même façon. Vous avez la distance que peut toucher l'équipement, donc si c'est une épée, c'est au corps à corps, donc c'est 1 de distance. Et ici, vous avez des actions. Donc chaque carte a un type juste en dessous, et des actions possibles à côté. Ce qu'il faut retenir dans le jeu, qui est très important, c'est que chaque personnage va avoir 3 jetons d'activation dans son tour. Donc 3 actions possibles. Mais tout ce qu'on va faire ne sont pas des actions. Les actions, et c'est très très important comme règle, une fois qu'on a cette règle-là dès le départ, le jeu est très souple et très facile. Les actions qui coûtent un pion d'action sont celles qui sont indiquées sur la carte ici, de résumé. Ça veut dire un déplacement, une carte action. Ça veut dire qu'on résout un texte action. Par exemple, sur la carte équipement ici, il y a marqué action. Ce texte-là, si je veux faire cette action-là, je vais dépenser un pion d'action. Par contre, exhaust ici, si je veux pencher la carte,
et faire l'effet qui est en dessous, je ne dépense pas de points d'action. Donc je peux très bien faire l'effet exhaust, et en plus l'action pour seulement un pion d'action. Interact, donc si vous avez le mot-clé interact sur une carte, c'est souvent celle de quête ou sur les features du jeu, on dépense un pion d'action. Play action card, c'est si vous jouez une carte de votre main qui a le mot action dedans. Donc ça veut dire que je vais prendre une carte au hasard. Cette carte est une carte action. Il y a marqué action en petit là ici. Si je l'utilise, ça me coûtera un pion d'action. Il y a aussi piocher une carte, donc je peux piocher une carte de mon deck, ça coûte un pion d'action. Se reposer, c'est défausser un pion ressource. Ce sont ces pions-là qu'on gagne quand on élimine des minions du deck de menace, ou des minions, et quand on résout des pièges, quand on les désamorce. À ce moment-là, on peut se soigner, avec une action, on peut dépenser un pion ressource et se soigner de 2 points de vie. Et on peut se concentrer, channel en fait, c'est se concentrer, on gagne un point de focus. Ce sont ces pions-là. Et on peut changer un dé de l'altar pour le mettre sur la face que l'on veut. Ce qui nous permet d'anticiper ou d'aider un autre coéquipier. Et donc c'est uniquement ces actions-là qui vont vous coûter un pion d'action. Donc à chaque fois que j'utiliserai une de ces actions, je pourrai retourner un pion et j'en ai 3. Tout le reste, en fait, ne coûte pas d'action. Alors c'est très important parce que sur les cartes, vous allez avoir des consommables où il y a le mot-clé « use ». Le mot-clé « use », eh ben, on utilise le consommable, on fait l'action, on défausse la carte. Ça ne coûte pas de points d'action. Et il y a aussi des cartes qui sont de type fit. Alors je vais en trouver sûrement. Celle-là, par exemple, il n'y a pas le mot-clé « action » dessus. Ça veut dire que cette carte-là, quand je l'utilise, quand je la joue, elle ne me coûte pas 2 points d'action. Je la joue de ma main, je la défausse après, elle ne me coûte pas de points d'action. Les actions, normalement, toutes les cartes qu'on va jouer, elles vont être jouées et défaussées. Sauf donc les cartes équipement, qui sont ici, qui sont en jeu et qui ne sont pas défaussées, et les cartes avec marqué ongoing dessus, donc qui veut dire permanent. Celle-là, elle restera en jeu même si j'ai déjà utilisé l'action, donc celle-là, elle restera toujours dans ma zone de jeu, à moins qu'une action spéciale la défausse. Donc ça, c'est le plus important pour toutes les cartes que l'on va faire, parce qu'une fois qu'on sait ça, eh ben, on se pose plus de questions sur la manière de jouer les cartes. Si c'est pas une carte action, si c'est pas marqué action dessus, et que c'est pas une des actions qui est là, ça ne dépense pas de points d'action. Donc vous voyez qu'on a 3 points d'action principales, mais on va pouvoir faire beaucoup plus d'actions. Les actions qu'on va faire, elles vont être de différents types. Et elles sont indiquées avec un petit icône en plus pour indiquer quelle est la caractéristique qui est utilisée pour l'action. Donc par exemple ici, mon action d'attaque est en rouge, et il y a le petit symbole qui représente la caractéristique de force de mon personnage. Ça veut dire que je vais, pour faire l'attaque, lancer 2 dés de héros, ce sont ces dés-là. Comment fonctionnent les dés de héros? Vous avez le succès, le focus, et le succès critique. Un succès critique nous permet de relancer un dé supplémentaire, histoire d'avoir plus de résultats de succès. Un focus permet d'utiliser un pion focus qu'on aurait déjà gagné pour transformer ce dé de focus en succès simple. Si à la fin du test, il reste des dés de focus non utilisés avec des pions focus, donc qui n'ont pas été transformés en succès, on gagnera des pions focus pour notre personnage. Et c'est comme ça qu'on récupérera ces fameux pions focus. Donc ça, c'est la même mécanique qu'il y avait dans Street Masters et dans Brook City. Ça ne change pas, c'est une mécanique qui marche bien, qui est très simple et qui est assez amusante. Et on va avoir vraiment différentes actions. Hein. On aura des actions, vous allez avoir par exemple donc, les actions qui vont nécessiter un dé d'altar, et parfois ne nécessiteront pas de dés provenant d'ici. Donc si par exemple je veux faire cette action-là ici, je fais mon action principale, et là ici j'ai une action qui est possible avec un dé d'altar mais qui n'est pas présent. Je ne peux pas faire cette action-là. Donc ici par exemple c'était gagner un point d'armure, bah, si le symbole n'est pas présent dans le pool de dés de l'altar, je ne peux pas l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mécaniques qui vont permettre de relancer ces dés-là ou les modifier.
Pour cette quête-là, je précise que c'est cette quête ici, la recherche, parce que je ne sais pas encore comment fonctionnent les autres, si elles ont des mécaniques différentes, mais potentiellement oui. Mais celle-là, pour ce scénario-là, on va avoir le deck de recherche qui est séparé en deux. D'une partie, une partie les preuves, enfin les indices, le clue deck, qu'on va mettre de côté, on va le mélanger, on va le mettre de côté. Et de l'autre côté, les cartes de quête, ici. Donc c'est indiqué dans le setup qui est ici, hein. Il n'y a pas de problème. En plus, le setup du scénario nous indique ce qu'il faut que l'on fasse avec les cartes feature, à savoir que l'on mélange une carte générique qui s'appelle Altar Found, donc on a trouvé l'altar, parmi les autres cartes. Donc il y a 7 cartes en tout, ça fait 8 cartes. On les mélange, et ça nous fait le deck de feature. Ce deck de feature, il va être utilisé à chaque fois qu'on va ouvrir une porte pour révéler une pièce. Donc il y a une notion de révélation de pièces dans le jeu qui est aussi importante et structurante, parce que c'est celle qui donne la dynamique du jeu. Un personnage qui se trouve à n'importe quel moment près d'une porte fermée, donc les portes sur le plateau sont par défaut fermées, peut décider de l'ouvrir. Ce n'est pas une action, ça ne coûte pas d'action. Et à ce moment-là, on met une porte comme ça dessus. Ah, par contre, je vais agrandir un petit peu. Donc on peut décider d'ouvrir la porte, et à ce moment-là, on révèle la salle. Révéler une salle, ça veut dire faire plusieurs choses dans l'ordre. La première chose à faire, de tirer une carte feature, justement. Voilà, pour le coup, c'est Altar Found, on aurait trouvé l'altar en premier, mais je crois qu'il est mis dans les dernières cartes du... Voilà, il est mis normalement à la fin du deck, avec 2 autres cartes. Donc je vais en prendre une autre pour faire un exemple. Voilà, le miroir mystique. J'ai mélangé les cartes, je suis encore tombé dessus. Donc le miroir mystique, quand il est pioché, je ramène le miroir mystique qui se trouve ici. Je le place dans la salle que j'ai ouverte. Donc les flèches, elles sont là-bas, je le mets ici. Il est assez loin de moi. Ensuite, je vais piocher une carte de quête. Donc les cartes de quête, elles sont dans le deck de quête. Je vais piocher une carte de quête. Et les cartes de quête dans ce scénario-là, elles sont associées, elles sont attachées aux cartes de feature. Donc on les met en dessous. On a un effet révélation. When revealed, on a quelque chose à faire quand on les révèle. Et ensuite, on l'attache. Le fait d'attacher la carte avec la carte de feature, qui est représentée par le miroir ici, fait que dans la phase d'activation qu'on va voir après, il y a différents mots-clés activate et on les fera tous dans l'ordre. Donc ça rajoute quelque chose à l'élément qui se trouve dans le donjon. Une fois qu'on a fait ça, on tire une carte menace pour chaque personnage. Les cartes menaces sont dans le deck de menaces. Donc généralement, on commence par le personnage qui est actif. On lui met une carte menace en face de lui dans sa zone. Donc chaque personnage va avoir sa propre zone de menace. À quoi ça sert? Ça ne sert pas pour dire que ce monstre-là va attaquer que ce héros-là, ça sert à l'activation. Donc quand un héros activera les monstres qui sont dans sa zone de menace, on regardera à quel monstre ça correspond, et on le fera agir. A noter donc ici, par exemple, j'ai pioché un Mugslinger bleu, parce que c'est bleu ici, donc j'irai prendre la figurine qui correspond au Mugslinger bleu. Voilà, avec le petit socle en dessous. On prépare les ennemis avant la partie. Et ici, c'est un Bogmancer, donc c'est une sorte de magicien, en rouge, donc ce sera celui-là. Et c'est ce qui mettra fin, je crois, à la révélation de la salle. Sachant que les monstres, quand ils apparaissent lors d'une révélation de salle, on va les révéler, alors c'est pas facile à voir parce que c'est assez foncé, mais dans chaque zone, il y a un endroit qui est sombre et qui est craquelé comme un trou dans le sol. Donc par exemple dans cette salle-là, c'est ici. Et dans cette salle-là, ça doit être ici. Ou ici. Quand on révèle une salle, tous les monstres vont apparaître dans la salle qu'on a révélée, quel que soit le genre actif. Quand un monstre est révélé à un autre moment, il se place dans un trou, pareil, noir, donc si c'est dans cette salle-là, ce serait là, le plus près possible du héros actif. Donc en fonction du moment où un monstre est révélé, apparaît, si c'est une révélation de salle, c'est dans la salle qui est révélée, si c'est à un autre moment, c'est dans un trou le plus proche du héros actif. Un point à aborder en plus de la découverte d'une salle, c'est le déplacement. Donc le déplacement,
et l'adjacence donc se fait dans toutes les directions, en diagonale et en orthogonale. Donc mon personnage, quand il se déplace de 3, il peut faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il n'y a pas de souci, il va dans tous les sens. La ligne de vue, c'est un peu particulier. Donc la ligne de vue, et surtout que l'explication dans le livre de règles est moyenne par rapport à ce que c'est réellement. Le livre de règles manque clairement d'exemples illustrés de choses qui sont expliquées avec un gros pavé de texte, alors que ça pourrait être résumé en un seul dessin, et tout le monde comprendrait. Donc ici, genre différents cas de figure. Ce qu'il faut savoir, c'est que, déjà de base, pour qu'un ennemi et un héros ait une ligne de vue, il faut qu'il soit dans la même pièce, soit sur une pièce connectée à une porte. Donc la porte serait ici. Les zones connectées à une porte sont de chaque côté en orthogonale à la porte. Donc les zones qui sont en diagonale à la porte ne sont pas des zones connectées. Ce qui veut dire que mon personnage ici n'a pas de ligne de vue dans la pièce. Lui non plus, parce qu'il n'est pas sur une zone connectée. Ça veut dire que les héros dans cette configuration-là et les ennemis ne se voient pas. Donc il n'y a pas d'attaque ou d'action possible avec une ligne de vue. Si jamais par contre mon personnage se trouve ici, à ce moment-là, il va voir les héros présents ici, les ennemis présents ici dans la pièce, si il peut, depuis sa case, tirer une ligne vers la case de l'ennemi. Ça veut dire qu'ici, pour ce monstre-là, il n'aurait pas de ligne de vue. Par contre, il y en a une ici. Et c'est réciproque. De façon identique. Le monstre ici n'a pas de ligne de vue sur mon personnage ici. Par contre, s'il est ici, il a bien une ligne de vue sur les deux personnages. Donc c'est assez important parce que vous pouvez retrouver dans cette configuration-là où il n'y a pas de ligne de vue possible parce que mon personnage n'est pas sur une zone connectée, et donc ce personnage-là ne peut atteindre que des cibles qui seraient dans sa pièce ou sur une des deux zones. Et c'est tout pour les lignes de vue, en fait, il n'y a que ça, mais c'est important parce que dans le livret, c'est un pavé de texte sans exemple. Je vais le retrouver, c'est ici. C'est ce pavé-là qui vous explique ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas de dessin, il n'y a rien. C'est un peu dommage pour une ligne de vue. Autre cas de figure, les pièges. Donc les pièges, quand ils sont révélés, donc les pièges, ce sont des cartes menaces. On les a dans le deck de menaces. C'est pareil, ils vont avoir une couleur comme pour les minions. Hein. Donc ici, j'ai un piège jaune. Donc je peux prendre le piège jaune. Quand ils sont placés lors de la révélation d'une salle, on les place adjacents à la feature, le plus proche du personnage actif. Donc par exemple, c'est ce personnage-là qui a révélé la pièce. On placerait le piège adjacent ici. Un piège va se déclencher à une distance qui est indiquée sur la carte piège. Ici, mon piège déclenche à une case de lui-même, donc ça veut dire toutes les cases autour de lui sont un piège, se déclenche le piège. On a un effet trigger, donc de déclenchement, qui là indique inflige, donc c'est comme une attaque, ça veut dire qu'on est protégé et par la défense et par le bouclier, de 4. Et on a une interaction, qui est ici une task, et c'est pour pouvoir désamorcer le piège, qui va nécessiter 4 succès cumulés. Donc ça veut dire que mon personnage, quand il va pénétrer dans la pièce, il va déclencher le piège, donc il va récupérer l'effet Inflict 4, et quand il va se déplacer sur une autre case, il va le redéclencher. Ça veut dire que le mieux pour un personnage, c'est de se placer sur une case adjacente et d'essayer de désactiver. Le piège a un effet Activate qui se déclenchera quand on fera les menaces dans chaque zone de joueur, qui va, enfin en tout cas pour cela, qui va obliger presque les joueurs à s'en occuper, parce que si jamais un piège se retrouve tout seul dans une pièce sans avoir été désamorcé, on va devoir piocher des cartes menaces supplémentaires tout au long de la partie. Passons maintenant aux cartes des monstres. Les cartes des monstres, donc ici, ce sont les cartes menaces. Leur défense, comme pour les héros, les points de vie, la distance à laquelle ils font leur activité ici, donc l'attaque souvent, et ici,
ce sont leurs points de mouvement. Donc très souvent, on verra, les monstres ont une action d'engagement. L'engagement, c'est seulement le déplacement qui vise à se positionner à la meilleure distance pour effectuer leur attaque. Donc si je peux me placer, si l'ennemi peut se placer à 6 cases de moi, par exemple pour cette carte-là, à 6 cases d'un héros, le plus proche, pour faire son attaque, il le fait. Donc il se déplacera pour être le plus loin tout en restant dans sa ligne de tir. Ça c'est pour les cartes menaces. Et on va avoir également les cartes les cartes du vilain. Donc le vilain, pour ce scénario-là, hein, parce que c'est bien particulier à chaque scénario, enfin à chaque vilain plutôt, pour ce vilain-là, il reste tout au long de la partie avec cette carte-là. Donc il y a une partie activation et un effet avec une pierre d'altar, avec une rune. Et dans le reste du deck, ce ne sont, je crois, que je l'ai fait déjà entièrement une fois, que des events, donc que des cartes qui se jouent une fois qui sont défaussées. Mais pour d'autres vilains, on pourrait très bien avoir des cartes qui viennent en plus s'ajouter et qui seront exécutées à chaque tour. On va passer au tour de jeu pour expliquer comment ça se déroule tout ça et comment ça se passe. Tout d'abord, on a différentes zones. Donc on va avoir la zone de jeu des joueurs, qui vont être les cartes posées avec les cartes personnages et les cartes équipements, plus les cartes qui sont qui sont permanentes, toutes les ongoing cards. Les autres seront jouées et défaussées. Donc le joueur aura une main de cartes, plus des cartes posées. En face de chaque joueur, on aura une zone de menace du joueur, donc qui vont être en fait la répartition des cartes menaces piochées au fur et à mesure de la partie selon la configuration du jeu, et selon les événements plutôt. Ensuite, nous aurons une partie quête, donc moi je mettrai ma quête ici, avec les quêtes qui vont venir les unes derrière les cartes quêtes qui vont venir au fur et à mesure. Ici, dans ce scénario, les quêtes, elles viennent à chaque fois qu'on a une feature, elles vont venir se poser au fur et à mesure. Les cartes feature vont se poser également aussi dans la partie quête, ça veut dire qu'elles seront activées au moment où on fera le tour de la quête, on va y revenir tout de suite. Et enfin, on aura la partie, le lieu où il y a les cartes vilains, que l'on activera. Comment ça se passe un tour de jeu? C'est très simple. On prend la carte ici d'un joueur, et on peut la détailler. Donc, au début du tour d'un joueur, chaque joueur... Enfin, du tour des héros. En fait, les héros vont tous jouer, et ensuite ce sera les autres phases. Donc, au début du tour des héros, tous les joueurs, chacun de leur côté, redressent leurs cartes. Donc, toutes celles qui étaient exhausted au tour précédent sont redressées. Et dans n'importe quel ordre, donc en fait les joueurs décident de l'ordre dans lequel ils vont agir. Par contre, ils vont faire toutes leurs actions avant le joueur suivant. Donc ce qui veut dire que si j'ai 3 actions à faire avec mes 3 pions d'activation, je vais les faire, ce sera ensuite à un autre joueur de jouer. Donc ils font leur phase d'action. Donc je rappelle, hein, seules les actions qui sont sur la carte ici coûtent des points d'action ici. On en a 3. Une fois que c'est terminé, une fois qu'ils ont fait leur phase d'action, ils piochent une carte. Donc à chaque tour, ils feront leurs 3 actions et ils piocheront une carte. Une fois que c'est fait et que tous les joueurs l'ont fait, la carte, en fait, chaque joueur retourne sa carte au fur et à mesure, et dès que toutes les cartes sont retournées de ce côté-là, on entame la phase de menace. On choisit l'ordre des phases de menace, donc chaque joueur choisit s'il va commencer sa phase de menace ou l'autre. On fait toutes les menaces qui sont pour un joueur, toutes les menaces qui sont pour un autre joueur, et ainsi de suite. Donc la phase de menace, comment ça se passe? Comment on active finalement les ennemis? Et bien c'est grâce au mot-clé Activate qu'on va trouver sur beaucoup de cartes. Donc sur les cartes ennemies, alors ici c'est une carte de type Event, mais qui va nous indiquer qu'on met cette carte dans la zone de menace d'un joueur. Donc, et ici on va trouver un mot-clé Activate. Toutes les cartes vont avoir un mot-clé Activate, et on va suivre ce qui est indiqué pour savoir ce qui se passe. Alors, petite particularité, donc on fait Activate, et on fait, s'il y a jamais il y a un petit symbole de rune qui est présent dans les... je dis rune, pierre d'altar, c'est la même chose, c'est là. Si le symbole est présent, on l'active, c'est-à-dire qu'on fait l'effet, et on relance le dé. Donc s'il y a plusieurs cartes qui ont le même effet, c'est pas parce qu'il y a une fois le symbole qu'ils vont tous le faire. À chaque fois qu'on utilise un symbole, que ce soit les héros ou les ennemis, on relance le dé. Comment ça se passe au niveau? C'est la même chose que pour les héros. On a ici
le type d'action, donc là il est marqué inflict, et à côté le symbole de l'attribut de notre héros qui est impacté. Vous voyez, là, ici c'est le vert, et ici ce serait celui-là. Et à côté la difficulté. Alors, point important dans le jeu, un truc que j'ai eu du mal à comprendre, c'est que l'explication sur la difficulté et la façon de faire la chose était un peu spéciale. En fait, on part pas du principe... Il n'y a pas marqué que le monstre attaque, finalement. Il y a marqué qu'il inflige une difficulté, et en fait, c'est son attaque. Quand on voit inflict, c'est l'attaque d'un monstre. Donc c'est un peu... Le wording est un peu spécifique, mais une fois qu'on l'a compris, ça marche tout seul. Donc vous allez avoir l'inflict, qui est l'attaque. Alors l'inflict, c'est quoi? C'est que vous allez prendre les dés qui correspondent à votre caractéristique. Donc là, c'était pour le vert, j'aurais eu qu'un seul... Pour mon personnage, pour le clair, j'aurais eu qu'un seul dé. Et vous allez le lancer. Pour chaque succès que vous allez avoir, donc avec les focus ou sans les focus ou ainsi de suite, vous allez réduire la difficulté qui est indiquée sur la carte. Donc c'est la difficulté, finalement, c'est la force de l'attaque du monstre, de l'ennemi, du nombre de succès que vous allez faire. Ensuite, vous allez réduire ce nombre restant de la défense que vous avez sur vous. D'accord? De ce chiffre-là, par exemple, 1. Et ensuite, si jamais... Donc, ce qui reste, ce sera des dégâts. Mais si vous avez des boucliers, vous pouvez les dépenser pour réduire les dégâts. Tout ce qui n'a pas été déduit de la difficulté de la carte, de la difficulté de l'action, finalement, de la force de l'attaque du monstre, inflict, par les succès au dé, la défense et les boucliers, se transforme en dégâts pour votre personnage. Vous le prenez les dégâts. Maintenant, vous avez un autre mot-clé qui est résiste. Donc le résiste, c'est pas la résistance du monstre, c'est finalement des dégâts qui vont être faits, mais qui vont passer outre votre bouclier et votre défense. Donc ça pourrait être une attaque psychique, ça pourrait être un empoisonnement ou des choses comme ça, ou peu importe. À ce moment-là, vous lancerez les dés, et il n'y a que les succès sur les dés qui vont venir en déduction de l'attaque. On ne comptera pas ni la défense, ni l'armure. Voilà, vous avez inflict et résiste qui sont faites deux attaques de monstres différentes. Donc c'est un peu particulier parce qu'en fait c'est vrai que c'est l'inflict, c'est l'action du monstre qui se transforme finalement en défense de votre part. Donc sur les cartes ennemies, sur les cartes menaces, ce sont finalement votre défense qui est indiquée. Donc c'est un peu particulier, mais une fois qu'on a l'habitude, c'est super simple. Et donc vous savez aussi, quand il y a des menaces en face, ce qu'elles vont faire comme type de dégâts. Donc vous savez sur quoi vous protéger en tout cas. Voilà pour les cartes monstres, il n'y a pas beaucoup plus à dire sur ces cartes-là. Après, tout se déroule sur les cartes, donc les règles elles sont sur les cartes, il n'y aura pas de souci. Quand on va atteindre les cartes de scénario, c'est pareil, les cartes de quête, comme la carte de l'altar, vous avez une partie activate. On résout de gauche à droite les cartes qui sont dans la zone du scénario, de la quête. Et ensuite, on fait de même, donc avec la carte principale du vilain, on fait la partie activate. Si jamais il y a des cartes ennemies, des cartes menaces ou une carte vilain qui est exhausted au moment où on doit l'activer, on ne fait pas la partie activation, et on ne fait pas la partie qui serait en dessous avec une rune, on redresse seulement la carte, et on passe à la carte suivante. Donc ça c'est exactement les mécaniques qu'on retrouve dans Brook City, dans Street Master aussi, je me semble. Alors Brook City est plus proche parce qu'on a aussi une menace avec un vilain et ainsi de suite. Et vraiment, ils ressemblent, c'est très 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 similaire. Et c'est le même principe à chaque fois, c'est-à-dire qu'on prend les mots-clés activate et on le fait. Donc voilà, et ça se résume à ça. Puisque de toute façon, on fait le tour de héros, on active, donc on fait les activations des menaces qui sont les zones de menace des joueurs, on fait les activations des cartes vilains, et on fait les activations des quêtes. Voilà, donc c'est dans cet ordre-là que ça se passe. Et d'ailleurs, il faudrait que je place plutôt ma zone vilain avant la zone de quête, pour que ce soit fait dans l'ordre. C'est ce que je ferai ici, pour faire une petite démonstration. C'est tout, et c'est tout pour les règles d'Altar Quest. Il y a sûrement d'autres règles. Ah si, quand on élimine un vilain, un mignon plutôt,
et que l'on... je vais parler des pièges aussi. Ou que l'on supprime un piège, on gagne des points ressources. Ces points ressources ont deux utilités. D'une part, vous avez une action, donc en dépensant un point d'action, qui vous permet d'utiliser une ressource pour soigner de 2 points de dégâts. Et en plus, quand vous lancez un test, on a vu qu'on avait le focus qui permettait de remplacer les résultats de focus sur les dés, enfin qui permettait de transformer un focus sur le dé en succès. Mais vous pouvez, avant de lancer vos dés, ajouter un point ressource, un pion de ressource, pour ajouter un dé à votre lancer. Et seulement un, une fois par test. Ces pions ressources sont communs à tous les héros. Donc quand les héros gagnent des pions de ressources, c'est un pool commun qu'ils partagent. Donc ça, il n'y a pas de chacun... ça permet, ça évite surtout de se dire, il y en a un qui est plus fort et qui tape plus, et ça privilégie pas une classe de personnage par rapport à une autre. Au moins, pour quel que soit le type de test, ça permet, dire que si on a des personnages qui sont typés plutôt dans la recherche et autres, et qui n'éliminent pas de monstres, ça permet quand même de profiter du fait qu'ils ont participé, et qu'ils peuvent toucher les ressources qui sont gagnées finalement par ceux qui éliminent les monstres. C'est tout ce qu'il y a à savoir au niveau des règles d'Altar Quest. Après, c'est vraiment le déroulé du jeu et la façon dont ça se passe. On a l'escalier qui est le point de départ du scénario, de la quête. Il n'est jamais indiqué sur... Enfin, de ce que j'ai vu, il n'est pas indiqué sur la carte de quête. Vous le placez dans n'importe quelle salle, à un endroit où on place les features d'habitude, donc là où il y a les 4 flèches, les 2 grises et les 2 blanches. Et donc, par exemple, je peux le mettre ici, ou je peux le mettre ici, et ce sera le des points de départ de ma quête. Ça veut dire que mes personnages se placeront sur une des 4 zones, une des 4 cases de cet escalier, et commenceront la quête. Et c'est ce qui va faire renouveler la façon dont vous allez avoir l'exploration et les salles autour de vous. Donc en fonction du type d'exploration que vous voulez faire, vous placerez votre escalier à un endroit ou à un autre. On peut très bien s'imaginer le placer en centrale et tourner autour, sans problème. Certaines quêtes vont vous demander d'aller chercher l'altar et de revenir à l'escalier pour gagner, après avoir fait certaines choses. Donc là, ça peut être important de ne pas placer l'escalier à un petit bout et d'aller fouiller toutes les pièces qui sont tout le long, parce que sinon, faire les retours sera compliqué. Donc on le positionnera plutôt en centrale pour faire des cercles autour de la position et avoir un accès rapide au retour. Donc voilà pour les règles d'Altar Quest. On va faire un setup et faire un début de tour. J'ai pris comme personnage les 2 que j'avais déjà joués, comme ça je les connais un petit peu. Myrrine et Cédrine. On va faire la quête The Search, qui est la quête qui est indiquée pour démarrer, elle est facile. Et on va prendre Box the Belclord comme vilain, la grosse grenouille, qui se trouve ici d'ailleurs. Et on va également prendre donc les Frox comme menace, parce que ce sont ceux qui sont associés un peu aux vilains. Donc c'est leur particularité par rapport à leur carte de menace, c'est de mettre des jetons menace sur les joueurs, et ce qui va ralentir la guérison des joueurs. Comment se va dérouler mon setup ? Ça, ici, les 2 héros sont choisis, donc il n'y a pas de problème. Je crois qu'on tire 3 ou 4 cartes pour chaque joueur. On place la quête, la première carte, on va faire le setup qui est indiqué sur la carte pour la quête. Donc le setup de la quête, ça va être très simple, ça nous indique que on mélange le Altarfund, la carte Altarfund que j'avais tout à l'heure, celle-là, avec 2 autres cartes feature. Donc là, je suis dans le paquet de cartes feature, donc avec 2 autres cartes feature. Et que ces 3 cartes, la carte Altarfund et les 2 autres, on les place à la fin du deck. Donc ce sera une des 3 dernières cartes. C'est dans une des 3 dernières cartes que je vais trouver l'altar. Ensuite, ça nous indique qu'on sépare les cartes de type clou, donc les cartes de type indice, du reste du deck, et ça va créer un deck de type indice et un deck de type quête.
Voilà, on mélange le deck de quête, et on retourne cette carte-là, qui nous indique que si il y a un nombre de pions quête, donc les pions quête, ce sont ceux-là. Qui sont sur cette carte qui correspondent au nombre de joueurs, parce que c'est une fois P, c'est le nombre de joueurs, donc 2 par exemple dans mon cas, pas le nombre d'aventuriers, et que on se trouve sur l'escalier, que les personnages se trouvent sur l'escalier, donc ici par exemple, à ce moment-là, on a trouvé l'artefact et on gagne la partie. On nous indique également qu'à n'importe quel moment, on peut défausser des cartes indices. On n'est pas obligé de les garder avec soi. Alors pourquoi? Parce que justement dans la partie Activate, on se rend compte que chaque héros qui contrôle une carte indice doit soit défausser un focus, un jeton de focus, donc ce sont ceux-là, soit faire un test de résistance, et là c'est bien de la résistance, basé sur la caractéristique qui est en forme de lune, et je ne sais plus à quoi ça correspond. Je vais vous dire les noms quand même des caractéristiques. Le livret de règles n'est pas le meilleur des livrets de règles. Hein. Il y a très peu de thèmes dedans. Il n'y a aucune motivation, il n'y a rien sur le monde, il n'y a rien qui... il y a un petit paquet comme ça, là, ici. Comme quoi les hôtels ont un sort puissant, enfin... C'est très 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 light. Et... on explique les différentes cartes, les différents decks, on rentre dans les mécaniques et c'est terminé. Il n'y a pas rien de plus, quoi. Donc le jeu peut se jouer comme ça, on fait des scénarios, et du coup je ne retrouve pas l'explication sur les noms des... Ah si, elles sont là. Vous voyez quand on arrive aux règles additionnelles, hein, quand même, pour vous dire l'importance de la thématique des caractéristiques. Donc on a Might, qui représente la force physique, Fortitude, qui représente la résistance et le fait d'être dur, d'être résistant, quoi. L'agilité, l'intuition, le charisme et l'intelligence. Donc c'est un test d'intelligence qu'on fera pour les indices. Mais finalement, en fait, ce qu'il y a, c'est que le symbole, le dessin lui-même, n'est pas super évocateur de ce que c'est. Hein, savoir que la force, c'est ce symbole-là. Bon, c'est celui qu'on va trouver sur les attaques très souvent, donc on va connaître, on va comprendre, mais fortitude, ça arrive aussi de l'avoir. Donc l'agilité, willpower, charisme, vu que c'est un symbole qui n'a pas de valeur intuitive au niveau de ce que c'est, bah, finalement on en vient à dire de telle couleur ou tel autre symbole, et ça passe un peu à l'as, le fait que ce soit de la force, de l'intelligence, et du coup ça dilue un peu le thème et l'action que l'on fait. C'est pareil pour les cartes, vous allez voir que... Alors peut-être qu'au bout d'un moment ça va changer, mais les cartes, quand on les utilise, les cartes de héros, finalement on regarde très peu leur nom, on regarde très peu ce qu'elles font comme action. Ça va être une carte avec un texte, mais surtout avec une compétence qui va faire appel à un attribut, et c'est surtout ça qu'on regarde. Et pour le coup, je trouve que c'est un peu... ça dilue un peu trop le thème dans la mécanique. C'est-à-dire que vraiment, on se retrouve finalement à un petit puzzle game, qui est quand même sympa, hein. Il y a de l'environnement, il y a des choses, qui est assez jouissif dans le fait de pouvoir faire des combos de cartes et d'utilisation de mécaniques, mais qui manque un petit peu de fond d'Heroic Fantasy pour le coup dans ce thème-là. Je pense qu'il y a des jeux qui vont faire plus ressentir ça avec une mécanique beaucoup plus simple qui sera qu'un lancer de dés, hein, qui aura aussi son défaut, hein, lancer le dé et dire je fais plus sur un dé 20, je fais plus que 13 par exemple, ok, ou je fais 13 plus 2, super. Voilà, donc ici la mécanique sera plus intéressante à jouer, au détriment un peu du thème et de ce qu'on fait comme action. Je ne veux pas dire, tiens, j'ai cette action-là que je vais pouvoir faire en lançant un dé qui va me faire des points en plus, et on saura en gros qu'on fait un grand coup spécial ou un saut plus un coup. Non, là, on va seulement combiner des cartes qui ont des valeurs et qui vont nous donner des possibilités de faire des dégâts en plus. Voilà. Mais c'est un peu le principe de tous les jeux basés sur ce système-là. Ça marchait très bien sur Street Master parce que finalement, ça avait cette partie mécanique d'un jeu de combat, de jeu vidéo, en plus lent évidemment,
mais qui était assez sympathique, et c'est de combiner pour faire la meilleure attaque, pour faire le meilleur déplacement, et que c'était sur une petite arène, donc ça nécessitait pas d'avoir un thème particulier, quoique les différents decks, des environnements et tout rendaient ce thème assez important. Ici, par exemple, peut-être qu'il manque justement un deck d'environnement. C'est-à-dire que toutes les salles sont des salles avec une feature. Et il y a l'altar qui est là, qui a des dés qui influencent l'environnement global, mais sans avoir une thématique, je sais pas, un marécage, ou de l'eau dans les salles, une salle en feu. Je ne l'ai pas vu encore pour l'instant sur des cartes. Donc peut-être que ça manque un peu l'imprégnation du thème dans les mécaniques. C'est encore un peu trop des mécaniques avec des illustrations finalement. Donc, je vais faire le setup et on va faire un début de partie. On va arrêter la vidéo d'explication sur celle-là. C'est Altar Quest. Prochaine vidéo, on fait un début de partie. Je ne suis pas sûr de faire complètement la partie parce que c'est relativement long et qu'au bout de quelques tours, vous allez comprendre la mécanique. Donc, on va essayer de le faire sur quelques salles. Donc, on va essayer de tourner autour d'une salle. Je vais prendre une salle centrale ou cette salle-là et on va tourner autour, comme ça. Je rappelle une fois de plus que ça sert. Donc c'est un scénario, si on prend un scénario comme ça, donc ici la recherche, search, qu'on le joue, on le joue avec les cartes de base, mais dans la boîte, on a une histoire, donc c'est une campagne narrative qui se joue en différents chapitres, avec un peu plus de thèmes au niveau de l'histoire, qui va se baser sur la même mécanique, sur les mêmes scénarios, mais qui aura des composantes d'histoire associées. Donc, vu que je ne l'ai pas encore joué, je ne peux pas vous dire, je ferai un retour plus tard dessus, quand j'aurai fait un ou deux scénarios dans la campagne, pour vous dire si la mécanique disparaît un peu au profit de l'histoire et du thème. Sur ce, à la prochaine vidéo, début de partie. Ciao.